Donc, on repart. Dépenses publiques, Luc, vas-y. Oui, c'était une de mes grandes frustrations du premier quinquennat. Je pense que là, la deuxième bonne nouvelle, à part d'avoir une ingénieure Premier ministre, c'est d'avoir Stanislas Guerini à la transformation de l'État. Je pense que c'est la bonne personne pour prendre ce sujet vraiment. Ah, pourquoi? Je ne connais pas du tout. Vas-y, dis-moi. Parce que c'est quelqu'un qui connaît le monde dans l'entreprise, qui a également passé dans le monde du conseil et qui a une capacité d'analyse et qui connaît très bien les arcanes de l'État. Donc puis qui a une dynamique volontaire, quoi. Incroyable. Ouais. Donc c'est quelqu'un d'ultra analytique qui connaît le sujet, qui connaît le contexte et qui a la capacité de mise en œuvre, comme on le disait pour Bruno tout à l'heure. Donc moi je suis assez ravi que ce personnage-là passe à l'action, sorte de l'appareil politique pour passer à l'action. Et sur la transformation publique et les échanges entre public et privé, je pense qu'il y a un gisement gigantesque à la fois de productivité, de réengagement et d'amélioration de l'efficacité de l'appareil public que ce personnage-là va pouvoir mettre en œuvre. Bien. Donc je suis assez confiant là-dessus et je pense que ça pourrait être un des marqueurs forts de ce quinquennat. Voilà, moi je mise sur l'action de Stanislas Guerini en la matière. Bon, et parfait. Je l'attends en tout cas. T'as vu, tout le monde est content. Ouais. Tout le monde est content. Sauf que la réalité, c'est que le premier des projets de loi va être un projet de loi pouvoir d'achat. Plus les jours passent, plus on rajoute des trucs dedans. Là, j'ai appris... On va s'en féliciter, hein, Jean-Philippe, mais la prime de 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti, finalement, c'est prolongé. Très bien, bravo. Tout ce qui est la formation, c'est-à-dire la réforme formation de Muriel Pénicaud, qui connaît un succès formidable, notamment l'histoire des bilans de compétences, là, etc. Ah bah oui, mais sauf qu'il faut le payer, qu'on n'avait pas prévu ça. Donc, boum, on en rallonge. Bon, alors, la Commission européenne a dit « Ok, on peut encore jouer de la flûte pendant un an. » On n'avait pas prévu tout ce qui se passe non plus. Non, mais non. on vit dans un monde qui bouge tous les jours. L'Ukraine, c'est quand même un vrai chaos. Enfin, ça crée vraiment beaucoup plus de problématiques. On a l'impression de l'isoler parce que ça fait 90 jours et on en parle moins aujourd'hui qu'il y a un mois, mais il y a des impacts assez lunaires. Moi, j'apprends des trucs, mais te donne des exemples de dingue. Enfin, juste sur des bornes de voitures électriques que je vais mettre dans des hôtels, on m'a dit c'est dans 18 mois parce qu'à cause de l'Ukraine, il n'y a plus de bornes. Enfin, j'ai ça x 10. J'ai ça x 10 sujets. Absolument. Et au début, tu dis vous exagérez, vous moquez de moi. Ça, plus ça, plus ça, c'est l'Ukraine. Tu dis à ce point. Voilà, ça a quand même des impacts forts et profonds. C'est clair, la question c'est est-ce qu'il y a plus d'impact en France que dans les autres pays par rapport à ce que tu disais par exemple sur la dépense publique, par rapport aux investissements publics ou à l'efficacité de l'État. On voit par exemple que sur les autres, c'est... On voit par exemple qu'en France, la souveraineté sur l'alimentation et l'agriculture, c'est quand même un point extrêmement fort dans le contexte. Donc ça, c'est quand même intéressant à observer. Mais là, tu l'as vu sur le deal Carrefour. Oui, sur le blé. Non, mais si tu veux dire, c'est la souveraineté. Non, mais je sais que t'es pas d'accord. Non, on n'a pas le même point de vue, mais. Ouais, non. Mais non. C'est pas Carrefour qui fait la souveraineté alimentaire. En l'occurrence, c'était un message hyper mauvais pendant le Covid d'aller dealer une entreprise de ce type-là où quand même il y avait des négociations et des discussions quasiment tous les jours avec Bompard pour s'assurer d'une fluidité du système alimentaire. Je suis pas complètement. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais voilà. Et puis c'était canadien, hein, c'était pas non plus. Ouais, bon, enfin, je préfère que ça reste. Je préférais que ça reste français pendant la période du Covid, et je pense qu'il y a des sujets en ce moment qu'on préfère maîtriser. Et aujourd'hui, les actionnaires de Carrefour comprendront que l'action de Carrefour est encore plus chère que le deal qu'il devait y avoir il y a un an. C'est ce que je dis à tous ceux qui n'étaient pas d'accord. C'est vrai aujourd'hui. Bien sûr, elle était à 19 ou 20 euros, elle est à 21 euros. Donc tu vois. En plus, maintenant, elle a gagné par rapport au moment du deal. Et moi, j'avais des actionnaires de mon groupe hôtelier qui avaient beaucoup d'actions Carrefour. C'était des actionnaires importants de Carrefour qui gueulaient tout comme des coups de poing il y a un an et demi. Qui maintenant me disent finalement, on regrette pas trop que ce deal n'ait pas eu lieu. Tu vois, comme ça. Merci Bruno. Sauf que quand même, on va être tous d'accord, mais c'est bien d'écrire souveraineté numérique et souveraineté industrielle, je crois, hein, sur le fronton de Bercy, absolument. comme tu dis. C'est déjà un message. Et souveraineté alimentaire sur celui du ministère de l'Agriculture. La première des souverainetés, c'est ta souveraineté budgétaire. La première des souverainetés, c'est est-ce que tu es maître de ton destin? D'où la dépense publique. Voilà. Et 100% aligné sur ce point. Ouais, moi aussi. Bah oui, sauf que personne ne le dit, quoi. Il n'est pas le ministre des Comptes Publics n'est pas ministre de la souveraineté. Et je suis complètement aligné. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. On a fait le tour, les gars? On a tout dit sur le gouvernement? Bruno, il y a encore un truc qui t'a en tête? Quand même, Jean-Philippe, l'activité,
business hôtellerie, business, tout Écoute, ça. de manière globale, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a une problématique, le pouvoir d'achat, on l'a évoqué. On a tous peur de septembre. Et pour l'instant, dans beaucoup de secteurs, et pas que la restauration, l'hôtellerie, on en parle souvent, mais encore une fois, dans d'autres secteurs où je suis actionnaire, les chiffres sont bons partout. Non, mais il ne faut pas se raconter l'histoire. On a un problème de main-d'œuvre dramatique. Je dis bien dramatique avec un D colossal. Moi, il me manque aujourd'hui 50, 80, 100 personnes. On continue. Par contre, l'activité est partout bonne. Donc, c'est c'est de l'impôt, c'est de la TVA, c'est de la taxe, c'est ce que tu veux. L'activité, moi, sur 30 participations, pas beaucoup de gens gueulent. Personne ne se plaint. Donc, il y a un problème latent, on le ressent, on s'inquiète. Pour l'instant, nous, on fait du plus 30% sur des activités avec le meilleur de 2019. Ce sujet de recrutement, il a pas... Oui, parce qu'il y avait ça aussi quand même, c'est le ministère du plein emploi. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Ça c'est un engagement volontariste. Ouais. Mais ce sujet de recrutement semble... Enfin, c'est un peu comme le blé qui n'a pas poussé. Sujet de recrutement, je crois qu'il a plusieurs années de... C'est ça. Je pourrais te faire... C'est comme l'éducation, il y a des trucs, il faut 20 ans pour remettre tout au carré. Le problème du recrutement, c'est 15 ans d'erreur. Donc à partir de ce moment-là, on les paye aujourd'hui. Mais là, il faudrait 2h30 pour qu'on en parle. Mais voilà, donc il faut, tu le disais à juste titre, je ne sais pas rebondi, mais tu disais, nous, on fait un truc sexy. On essaye d'avoir des endroits qui donnent envie. Il faut mettre les gens dans un esprit de famille. Il faut les rassurer sur demain. Sinon, aujourd'hui, ils ont d'autres envies. Le Covid a aussi joué son rôle. Il a repositionné beaucoup de choses. Tu parles à des jeunes, à des gens. Il a rebattu des cartes à un niveau. On en a beaucoup parlé sur le télétravail, sur l'envie de travailler autrement. On a tous repensé nos holdings, nos structures. Moi, mes sociétés, avec 2 jours par semaine, les gens pas là, ce qui pour moi était inimaginable. Aujourd'hui, je le vis très bien. On n'a plus besoin de 600 mètres carrés. On va prendre 200. On se dira, putain, on va gagner 250 000 par an. Et puis, on louera des bureaux un peu cool chez une très belle société dans laquelle je suis actionnaire qui s'appelle Comet Meetings. Ils sont remarquables. Victor Caro. J'y étais la semaine voilà, dernière. tu vois, voilà. C'est sympa. Mais ça, c'est le sujet clé. Par contre, l'activité, elle est booming. Elle est méga booming, enfin, honnêtement. Mais d'ailleurs, les chiffres des services, on n'a pas le temps de voir, mais tout le rééquilibrage, on est sur des chiffres historiques de déficit de commerce extérieur, mais c'est à cause de l'énergie. Bon, donc ils sont un peu faussés, mais toute l'activité service est en train de rééquilibrer en fait un peu de notre dépense extérieure, et ça c'est remarquable. Tu sais, je faisais une blague de mauvais goût à un copain dans la tech qui s'est mis dans l'hôtellerie et qui a acheté un petit hôtel et qui m'envoie, c'est quoi tes indicateurs? Moi, ils sont excellents et tout. Je lui dis, t'inquiète pas, même les mauvais cartonnent. C'était une blague parce que son hôtel... Voilà. Et je lui dis, tout le monde cartonne. Non, mais je veux dire par là, c'est que ça résume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout marche bien. C'était une plaisanterie. Un autre proverbe, il est anglais celui-là. Quand les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler. Voilà. Tu penses pas me les noter à chaque fois. Elles sont plutôt pas mal. Mais j'aurais dû lui répondre ça. Bon, les gars, tiens, la tech. Moi, j'ai 2-3 petits trucs quand même qui m'ont intéressé. Alors, non, d'abord, je voulais vous montrer. Tiens, on parlait de Carrefour. Je ne sais pas si on peut la montrer, l'image. J'ai toujours un petit doute. Le métavers. Mais si c'est ça, le métavers. Le sandbox de Carrefour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Luc? Alors attends, on va voir. Je sais pas si on peut voir le. Ouais, voilà. Donc c'est Bompard. Non mais regarde ça. J'ai vu beaucoup mieux que ça sur d'autres trucs. Mais il a envoyé ça sur son compte Twitter. Il débute. Stéphane, ça s'appelle de la com. Mais c'est pas de la com. C'est pas la meilleure com du monde. Non mais c'est de la com. C'est uniquement, c'est un objet de com en fait. D'ailleurs, le métavers, moi je fais des learning expéditions sur métavers. Mais alors, c'est pas ça. Non, mais Luc, c'est pour ça que je vais te demander. C'est pas ça, dis-moi. Ça, c'est un espace dans le métavers, je te confirme. Oui. C'est de meilleure qualité maintenant, c'est beaucoup plus naturel, etc. Il y en a plein comme ça. Alors celui-là, je crois le reconnaître, c'est un métavers américain que j'ai utilisé aussi pour le premier événement du Next Gen Summit en 2020, quand en plein Covid, puisque je reconnais les graphiques. Le personnage. C'est Sandbox, non je crois qu'ils avaient acheté sur Sandbox Carrefour. Et alors, oui, ils ont acheté une parcelle sur Sandbox et ils ont été le premier. Laisse-le nous un peu, on se lasse pas là, je parle de ma régie, pardon. Acheter une parcelle sur Sandbox. En fait, aujourd'hui, le métavers, très concrètement, pour des grandes enseignes comme ça, d'acheter des parcelles, ça ne sert absolument à rien. C'est juste des positionnements de communication. Et puis, c'est la peur du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose. D'accord, Luc, mais là, faire 2-3 conneries. Un jeune gars, donc là, c'est un truc de recrutement. Oui. Donc, un jeune gars qui va débarquer et se dire, tiens, je vais aller bosser sur Carrefour, sur Métavers, ça va être cool. Il s'assoit, il voit ça, mais il part en courant.
Il a jamais, je pense qu'un gars qui a 30 ans aujourd'hui, il a jamais eu une aussi mauvaise définition de. Tu vois, Bon, de toute façon, pour faire tourner ça, il faut bien comprendre qu'il faut une carte graphique puissante, parce que c'est peut-être, tu trouves ça peut-être naze, mais pour faire tourner ça sur un ordinateur, il faut manger de la CPU, quelque chose de pas possible. Donc, de toute façon, c'est vraiment un objet. Ça tourne sur ton iPhone. C'est vraiment. Bah oui, on parle bien de CPU de dingue. Donc, c'est vraiment un objet de com. En plus, il faut des lunettes de réalité virtuelle. Alors là, je pense que là, il n'y a pas trop besoin sur PC, mais pour la plupart des expériences Atari, il faut des lunettes à 300 euros. Ils ont fait une expérience interne pour voir ce que ça donnait, etc. Et ils ont bien fait d'essayer de. Mais bien sûr. Mais il le met sur son compte Twitter. Pourquoi ils ont mis ça en ligne? Donc ça, je t'avoue que j'ai vu des trucs de. Mais maintenant, la question. Luc fait de la démo. C'est une partie de son job. Je sais pas le dixième du millième, mais je m'y intéresse beaucoup. Et j'ai vu une agence de com d'ailleurs américaine de New York, dans laquelle je vais certainement mettre un billet, qui s'appelle Gradient, qui a commencé à faire des opérations pour des marques. Et c'est passionnant parce qu'elle croit vraiment aux deux. Elle croit à l'expérience physique où il faut quand même continuer à se voir et l'expérience immersive. Ouais. Et je peux te dire que je vois des trucs, tu tombes par terre. Et moi-même, tu te dis, voilà, on va te faire un espace privé parce que tu es un client privé particulier et à 20h, tu pourras aller, je dis une bêtise, dans ton espace privé des Galeries Lafayette qui sera ouvert que pour toi de 20h à 21h avec des offres, des promos. Et j'ai visité un espace hallucinant. C'est ça, voilà. C'est mon ressenti. Tu as une boîte française qui s'appelle NovaQuark, qui est à l'origine des technologies, des meilleures technologies de voxels qui sous-tendent tout ce qui est métaverse un peu partout. Donc il y a des technologies françaises qui sont incroyables là derrière pour faire des espaces très très réaliste. Enfin, moi j'ai vu un truc de fou. D'accord, donc c'est pas ça. Parce que ma question c'est ça le métavers. Non, c'est pas ça. La question de fond, c'est est-ce qu'on croit vraiment que ça va prendre de l'ampleur? Et là, en tout cas, ce que tu as montré, c'est bien dans la catégorie du métavers. Donc c'est probablement ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Sachant que le métavers aujourd'hui, à part trader les NFT, les valeurs et les cryptocurrencies, etc., sur ce qui se passe vraiment dans ces mondes-là, ça reste quand même très marginal. Moi qui suis un technophile jusqu'au trognon, je le reconnais quand même, ça reste quand même marginal. Et les expériences dans ces mondes virtuels restent marginales. Et il faut un équipement, je le répète, donc il faut une carte graphique qui est très puissante, il faut la plupart du temps des lunettes 3D qui coûtent quand même minimum $300 ou 300 €, tout le monde n'a pas ça. Donc ça reste quand même pour des initiés. Et les expériences sont assez limitées. Donc c'est joli à regarder, c'est nice to have, comme on dit. C'est le début de l'histoire, mais toi tu crois comme un dingue. Mais tu nous l'avais dit. Ce qui risque globalement, tu t'es pas trop gouré depuis un petit moment. Moi, le truc qui, je pense, a une chance de populariser Métavers, c'est le passage des visioconférences, auxquelles on a tous été biberonnés pendant le Covid, à une expérience en 3 dimensions. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, lorsque les majors, pour pas les citer, mais vous les avez tous en tête, vont rajouter la possibilité de passer en mode métavers ou en mode visio à 3D avec des hologrammes ou avec uniquement des avatars, là, on a une chance de passer à l'échelle de manière assez... Parce que là, on sera tous autour de la table, Je ne sais pas si on a tous tort, et c'est peut-être possible, mais quand tu vois les analyses, les projections financières de marques, comme des marques cosmétiques, dont une avec qui je travaille sur un projet d'ailleurs hôtelier, ils imaginent que la vente de rouge à lèvres, je le dis mal, à un coût de 10 cents ou $1 pour se maquiller son avatar sera largement supérieur à ce qu'ils vendent en physique dans 10 ans. C'est leur projection. Alors soit ils sont mal conseillés, soit ils ont tout faux, soit ce qui est une possibilité, mais en tous les cas, c'est une anticipation qu'ils ont. Ouais, moi, j'exclus pas du tout que ça se passe comme tu dis, et je ne sais pas. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mais je pense qu'on peut sortir exactement les mêmes chiffres de Second Life il y a 15 ans où ils disaient la même chose. La technologie n'est pas la même. Non, la technologie n'est pas la même. Il n'y a pas eu le Covid, il n'y a pas eu les Zooms. Déjà à l'époque, ils étaient au début. Facebook n'a pas changé son nom en méta. Jean-Philippe, parce que tu étais peut-être trop jeune, toi, à ce moment-là, Second Life. Non, ça nous a fascinés. Ça nous a fascinés au même titre que ce qui se passe aujourd'hui. Non, moi je tiens. Mais je pense que c'était trop tôt. Peut-être. Mais je pense que quand tu vois, moi j'ai un pote qui bosse chez Facebook, quand tu vois le travail et l'implication mise et investie dans le projet de demain, ils peuvent se gourer, mais s'ils se gourent, ça va être des impacts colossaux pour leur boîte. Non, c'est plus anecdotique. Ça, c'est clair. Tiens, Bruno, comme tu
tu es intéressé à l'espace, je dois dire, je voulais, en fait, c'est une info que j'ai apprise dans un très long papier du quotidien Le Monde sur les leçons de la guerre en Ukraine, justement, les leçons militaires. Et là, c'est un truc qui va t'intéresser. Ouais. Donc, c'est Le Monde qui écrit l'envoi mi-mars de plusieurs milliers de boîtiers Starlink en Ukraine, donc par Elon Musk, est considéré par certains experts comme un véritable game changer militaire, en permettant aux Ukrainiens de ne plus dépendre du réseau téléphonique ou Internet classique, ni d'éventuels moyens satellitaires militaires étatiques, forcément limités et exposés. Musk a ouvert une brèche dans la rigidité traditionnelle des communications sécurisées sur théâtre de guerre et donné une agilité inattendue aux Ukrainiens. Début mai, 150 000 personnes, donc sur le théâtre d'opération, 150 000 personnes, c'est énorme, utilisaient chaque jour le réseau, selon le chef de l'agence spatiale russe, Roscosmos. Je l'ai lu, je te laisse dévoiler. Elon Musk, vraiment superstar. Incroyable. On ne peut pas dire autre chose. On peut aimer ou pas aimer. Mais le mec, j'ai lu l'article, j'étais comme toi. Je l'ai lu comme un enfant de 2 ans. Je dis, mais c'est lunaire ce que je dis. Extraordinaire. C'est génial ce qu'il a fait. Ton avis me passionne. Plein de questions. Ouais. Alors vas-y. C'est un individu, finalement, je ne sais pas si c'est une décision de toute l'entreprise, mais c'est un individu qui décide ça. Et il décide de prendre part avec ses moyens. T'as raison. Alors c'est dans le bon sens. T'as raison. Mais il a été élu par personne. Enfin, ça pose des tas de questions. Ouais, T'as raison. Moi, ça m'a même amené la question en disant, mais est-ce que c'est pas le gouvernement américain qui lui a demandé, en disant, histoire de ne pas apparaître en première ligne C'est pas le genre, hein. Non, c'est pas le genre. Non. Je te rappelle qu'il avait proposé un one-to-one à Vladimir Poutine en combat. Plus, il a avoué il y a peu de temps qu'il était passé de démocrate à républicain, donc il n'est pas en odeur de sainteté auprès de l'administration Biden. Donc c'est pas le genre, et il a fait pareil sur Twitter, puisqu'il change les règles d'utilisation de Twitter. Et ce qui est intéressant dans l'exemple que tu viens de mentionner, Stéphane, c'est qu'on a des exemples maintenant extrêmement concrets de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est-à-dire que la colonne de 60 km qui attaquait Kiev, elle a été immobilisée pendant plusieurs jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo. Bien sûr, absolument. Par 30 mecs. Un commando de ninja là, qui était sur des quads et qui se connectait au grappe de satellite de Musk, donc pour garder la connexion, avoir les informations et pouvoir dézinguer les ravitaillements de cette colonne de chars en gasoil et en énergie et en ravitaillement des militaires pour les nourrir, parce que 60 km de chars et d'engins logistiques, ça mange, ça boit et ça consomme. et donc voilà, c'est un exemple qui peut-être explique que les commandos russes, sur le plan initial d'envahissement de Kiev et de prise des bâtiments et d'encerclement et des prises de bâtiments de décision n'a pas fonctionné. Oui, mais voilà, ce que dit Bruno, moi, on en a déjà parlé ensemble, c'est un homme seul. C'est-à-dire, à cette période-là, il y a eu le fameux truc ciel ouvert. Et l'OTAN, assez légitimement d'ailleurs, dit on ne peut pas, les gars, s'il nous dessout d'un seul avion, on se retrouve entraîné en guerre mondiale. On a le même problème aujourd'hui pour sortir le blé. Aujourd'hui, il n'y a pas un tanker qui va approcher parce que l'OTAN ne peut pas donner une protection, puisqu'il serait entraîné dans la guerre. Ce que l'OTAN ne peut pas faire, ce que les États... Un homme seul peut le faire. Oui, enfin, il peut le faire parce que les satellites sont hors de portée des bien canons sûr, russes. Bien sûr. Mais sinon, il peut le faire. Sinon, ils auraient été dézingués de la même manière. Après, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la puissance des GAFAM, puisque moi je considère que Tesla est devenu un GAFAM, il est dans le club des 1000 milliards, là, qui sont aujourd'hui chinois et américains, ils ont plus de pouvoir dans un nombre croissant d'activités que les États. C'est un exemple de plus. La seule chose qui est nouvelle, c'est que cet exemple s'applique à la guerre et donc à un acte politique, avant d'être un acte économique, puisqu'il n'en retire aucun bénéfice. Et regarde, là, on voit tout ça en disant il est, entre guillemets, du bon côté. Ouais. Mais il serait du mauvais côté, il serait de l'autre côté. Ça serait pas facile, hein. Il serait côté russe, il serait entrepreneur russe avec des moyens satellitaires, etc. À ce moment-là, et tiens, la semaine prochaine... oh mon Dieu. Enfin bref, bouquin passionnant sur le pouvoir. À ce moment-là, le FBI aurait fait toc-toc à sa porte, tu vois, mon vieux. C'est-à-dire, justement, tu vois, le truc... Je ne sais pas s'il aurait pu faire ça s'il avait choisi l'autre camp, justement. Je sais pas, en tout cas, les organisations sont politiques. C'est passionnant et c'est nouveau. Jamais eu complètement nouveau. Enfin,
il y a un impact sur le conflit, tu le lis. J'ai lu cet article, j'ai eu la même réaction que toi. C'est l'article le plus dingue que j'ai eu de la semaine. Eh ben, ça tombe bien, on est en phase. Non, mais tu vois, on est souvent en phase. Il a que 2 mois, cet article. Enfin, pas cet Ben moi, je l'ai lu Ah, cette semaine. Non, mais Oui, d'accord. mais Starlink, je dois... L'information Starlink, ça date Mais pas. j'en avais pas pris la Moi mesure. non plus. C'est-à-dire que Moi j'avais non vu, effectivement, Starlink, je me dis, oh, Pareil. oui. Et Je savais même... pas l'impact sur le conflit. que ça a. Voilà, et même je me dis, oh tiens, Musk, tu me déçois, tu te fais de la pub sur Et la c'est là guerre où en j'ai dit, Ukraine, il est c'est pas bien. vraiment fort. Ouais, voilà. Je dis vraiment, là, il m'a... Ah ouais. Incroyable. Hein. M'a Dernier bluffé. truc sur lequel je voulais votre commentaire quand même, parce que ça aussi, je trouve que c'est très intéressant, c'est Amazon et la fiscalité en AG. Donc vous savez, c'est les fameux Sayon, là, hein, Sayon Climate. Bon, ben, aujourd'hui, c'est l'AG de Total, par exemple. On n'avait pas encore vu ce que je vais appeler un Sayon Tax. C'est un certain nombre d'actionnaires, et assez actifs, qui demandent à Amazon de publier une bonne fois pour toutes le reporting fiscal par pays. Combien d'impôts exactement vous payez dans les pays où vous opérez. Alors, juste en rappel d'ailleurs, parce que Amazon l'a fait pour la France, donc 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 600 millions d'euros de prélèvements, dont 310, parce qu'il y a la TVA évidemment, dont 310 millions d'euros de prélèvements directs, c'est-à-dire IS, charges sociales, impôts locaux, impôts de production. Et Amazon, c'est 14 000 salariés quand même aujourd'hui en France. Ça veut dire qu'en IS, ça fait pas grand-chose. Juste tout va être concentré dans la défense d'Amazon. Amazon dit la fiscalité. Bon, la marge en France, c'est peut-être pas colossal. Non, je mais pense pas qu'elle soit. La marge en colossale. France, ça doit pas être la meilleure du monde. Oui, c'est un distributeur. Parce Hein, que tu tu sais, le peux chiffre dire, d'affaires d'un distributeur. Ils sont à 5%, Non, mais Amazon dit la fiscalité, c'est de la gestion ordinaire. Ça n'a pas à être en AG. C'est du ressort du conseil d'administration. Et donc, si jamais ils avaient le droit d'apporter cette résolution, ça voudrait dire qu'on commence à considérer que la fiscalité est quelque chose de critique, d'extraordinaire, que ça relève de la stratégie fondamentale de l'entreprise. C'est de la et que ça relève responsabilité sociale de l'Assemblée environnementale de base, Absolument. de savoir où on paye ses impôts, de savoir qui on vire, comment on les vire, comment on embauche. Donc pour toi, c'est un sujet d'AG qui doit être en Assemblée Générale. Pour C'est la moi, stratégie de Pour moi, l'entreprise. c'est évident. Et d'ailleurs, au même titre qu'on voit les packs d'actionnaires des grands énergéticiens mondiaux mettre une pression phénoménale sur les énergies renouvelables, de la même manière sur les GAFAM. Si on veut desserrer le pouvoir de quelques personnes, on a parlé de Musk, hein, mais toutes ces boîtes-là sont contrôlées par 2, 3, 5 personnes maximum, c'est insupportable. Ça n'est pas possible. À ce pouvoir-là, les responsabilités sont équivalentes en face. Donc il faut rééquilibrer ça. Et pour moi, le conseil d'administration et les actionnaires doivent pouvoir demander de la visibilité, de la transparence là-dessus. C'est de la RSE de base. C'est vraiment le basique du basique. Et aujourd'hui, il y a des situations insupportables. Vous vous souvenez, en mars, Amazon a vu éclore les premiers syndicats. Hein, ils ont gagné à State Island, c'est à New York. Ouais, absolument. Il y a 8300 personnes dans un entrepôt logistique qui ont voté. Ils ont gagné l'installation du premier syndicat. Chez Starbucks, on avait eu une traînée de poudre comme ça qui avait démarré aussi, qui a installé les syndicats un petit peu partout chez Starbucks. Donc c'est le début de la normalisation de ces acteurs-là, je dirais, pour avoir un dialogue quand même qui permette d'équilibrer un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont one way, quoi. Hein. Donc, Moi, ce qui m'intéresse là derrière, c'est des actionnaires d'où? C'est des Américains? Ouais. Ah, Et j'ai donc, pas c'est des noté, j'ai Américains pas qui noté. se posent des questions Oui, sur tout à fait. où Amazon paye ses taxes, dans quel pays ailleurs. Mais C'est une là, espèce c'est de valable pour responsabilité l'Amérique aussi, mondiale, hein. Et le premier, Non, mais le premier qui a écrit sur la responsabilité actionnariale RSE, Ouais, c'est ouais. BlackRock. Hein, Bah oui. Donc voilà, les gars, ils voient bien où sont les tensions. Ouais. Mais j'ai pas noté. Et ça va influer sur la capacité à attirer les talents, ça va attirer aussi les investisseurs ou pas, et ainsi de suite. Et il y a des choix qui vont se faire de plus en Mais plus. c'est un changement de paradigme. Voilà. Ça va dans. Enfin, moi, je trouve ça. T'es d'accord avec ça, ouais, toi aussi 100% d'accord. Ah non, mais c'est. Parce que, dans la fiscalité, tu as du secret C'est des comme affaires. t'associer quelqu'un qui me demande, je te dis, un gros actionnaire que j'ai sur un gros projet, qui me dit quel type de peinture te choisis, est-ce qu'elle est machin, est-ce qu'elle est RSE, est-ce qu'elle est écologique, Exactement. est-ce qu'elle est ici. Sinon, ça m'intéresse pas, j'y vais pas. C'est la même chose. C'est C'est pas- une évolution Je suis d'accord. une évolution de périmètre globale. Et on en est très loin. C'est comme la libération de la voix de la femme. Oui. N'importe quoi, on en est très loin. Mais il y a plein de choses qui bougent. Et moi, je trouve que ça va strictement dans le bon sens. Moi, je vais te donner un exemple très simple. Je me suis assez battu avec des copains partis pour plein de raisons fiscales. Moi, j'ai rien à cacher puisque justement, je suis en France. Si tu veux, ma fiscalité, il n'y a aucun problème. Je déclare ma boîte, je déclare mes IS. Mais j'en fais pas un avantage concurrentiel. Oui, oui, non, Parce je comprends. Donc, je considère que quand justement tu fais bien, tu as envie que les autres fassent bien. Et tu prends ni de leçon des autres et tu mets tout sur la table. C'est bien. C'est tout. Je pense que ça fait partie de l'évolution. Ça va prendre du temps, mais je pense que la nouvelle génération, moi, je monte un projet de. C'est pas une blague, c'est pas pour parler de ce projet, mais de mode inclusive, made in France.
Tu vois, c'est assez marrant, hein, avec une ancienne journaliste que je finance. C'est quoi la mode inclusive? Attends, c'est une mode qui va de toutes les tailles, qu'on considère que tu fasses du 36 au 45, au 46, je ne suis pas excellent, bah, tu peux t'habiller de la même manière, il n'y a pas que des produits pour les gros, des produits pour les belles, super foutus. On le fait en Made in France et un tout petit peu en Made Italie, parce qu'on n'arrive pas à tout relocaliser. Et je vois là, on a deux jeunes alternantes de 22 ans qui sont avec nous, qui démarrent avec le projet avec la nana que je finance. Et elles ont des volontés sur la manière de produire, de faire et tout. Moi, j'adore. Si c'est ça la nouvelle génération, je suis 200% derrière. Bah, ça va sur ce même modèle de transparence. J'avais un autre point que j'ai oublié dans mon propos, pourquoi je citais cette marque, mais il y a une vraie volonté de faire différent. Tu vois, donc on parle aussi de France 2030, on parle aussi de la relocalisation. On est en train de monter une marque de fringues où 80% va la faire en France. J'ai 99% de chances de me planter. Et de perdre plusieurs centaines de milliers d'euros. 99, mais je vais le tenter, et tu vois, je vais débattre. Alors c'est européen, c'est compliqué, mais je considère que si on relocalise, ça revient à tout ce qu'on dit. Si on relocalise, il faut trouver un système. On ne peut pas baisser la TVA, parce qu'on n'y arrivera pas, parce que c'est l'Europe, mais il faut trouver un système. Si je fais en France, je veux que l'économie, le ministère de l'économie me trouve un avantage à faire en France. Voilà. Donc il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là, et tu vois la jeune génération, et c'est conforme à ce qu'on dit, là, si tu la mets pas, si elle n'est pas sensibilisée à tout ça, elle te pose 3 questions où tu n'as pas encore toi les réponses. Elle n'a pas envie de faire en Chine. Elle ne vient pas si c'est pour faire comme ça. J'entends et je suis d'accord avec ça. Bah, tu sais, toute ta carrière aussi, les hein, quand même. GAFA et tous les autres, ils continuent à recruter bien largement. Et les gens qui vont chez Facebook, qui est en ce moment pas vraiment du bon côté de la barrière, il y en a plein. Les jeunes de maintenant, il y en a plein. Oui, c'est ça, oui. Il ne faut pas d'angélisme, quoi. Mais il ne faut pas idéaliser. Ouais, non, mais sans idéaliser, il y a quand même, tu le vois même, je te dis, dans tout, dans la construction, dans l'écologie que tu mets dans un projet. Tout est quand même en train, tu vois des choses où avant, on se foutait de tout. Voilà, fallait que ça marche, fallait que ça soit fait. C'est moins cher, mais moins comme ça. Aujourd'hui, on fait vachement plus gaffe, parce que tout le monde te regarde. Et qui te regarde? Je le vois sur des produits cosmétiques pour un intérêt personnel sur un projet. Les clients... Mais t'en as combien? Non, mais j'ai pas mal de trucs. Les clients sont terribles. Les clients t'envoient des trucs... Non, mais les clients t'envoient des trucs qui te défoncent, parce que, justement, tu as utilisé tel produit, tu as reçu 1200 trucs, parce qu'il y a une marque dans laquelle on est actionnaire de compléments sur des produits de beauté bio, machin, il y a un truc qui n'allait pas, tu reçois 250 courrier sur un micro-truc, machin, les gens font hyper plus gaffe. Et tant mieux. Tant mieux. Lui, en tant qu'entrepreneur, et je trouve ça génial, il se lance dans un projet et il est à peu près certain que ça va se planter. Je n'ai pas dit ça, j'ai 95% de chance. Oui, voilà. Il y a une probabilité que ça marche. Non, mais moi aussi, je fais ça. Bah oui, toi aussi, tu fais ça. Dans lesquels, en parallèle, dans lesquels je suis à peu près certain dès le début que ça va se planter. N'empêche qu'on veut. Et je trouve que c'est ça, les entreprises. Mais ça va marcher. Ah, mais bien sûr. Mais après, les gars, non. Ça fait bouger les choses. Attends, on va boucler la boucle. Je vous donne le nom, ça s'appelle CQFD. C'est pas mal. La mode inclusive. Ouais, voilà. On va boucler la boucle. Moi, ma grande question, là, c'est est-ce que tout ça ne va pas être balayé par les priorités qui seront celles de l'automne? Non, parce que l'humain, il est ce qu'il est, il évolue, il change, et on le voit dans le monde du travail, on voit dans les collaborateurs qu'on recrute, on voit dans la volonté de ceux qui ont 20 ans, 22, 25 ans. Évidemment qu'on peut mettre toujours il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent balayer certaines choses. Jean-Philippe, cet hiver, la question... Je suis un optimiste. Cet hiver, la question, ça va être une question électrique. Pour la première fois de... C'est même pas notre génération. Non, c'est une question de disponibilité. Pour la première fois depuis peut-être 4 générations, il va falloir qu'on coupe le courant dans nos maisons de temps en temps, le matin. Ça va arriver. Et donc, moi, c'est ma grande question. Est-ce que tout ça va pas être, tu vois, l'ensemble de ces projets formidables que tu nous décris, est-ce que tout ça va pas être balayé par un retour au réel qui va être violent? On voit que l'Europe importe par bateau du gaz de schiste liquéfié, après avoir expliqué que... Et massivement. Jamais chez nous... on ne ferait ça, c'est quand même une forme de... Et non seulement on l'importe, mais on est à genoux pour le payer et pour être sûr qu'il arrive chez nous. Voilà. Terrible. Non, mais sans tomber sur le grand balayage, pardon, tu l'as exprimé, je pense qu'on est aligné, il y a un mouvement de fond avec des valeurs qui se transforment. Et ça, elles sont là, elles sont présentes, et moi qui vois beaucoup de gens, c'est vraiment profond. Donc ça sera peut-être balayé 6 mois, 3 mois, il y aura mais il y a quelque chose qui se passe, ça sera peut-être retardé, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, et ça permet de finir sur une note extrêmement optimiste. C'est pas mal, non? Et juste les jeunes qui sont nés avec les Google, etc., gratuits, ils trouvent ça cool depuis le début, mais maintenant qu'ils ont grandi, ils s'aperçoivent aussi des limites de systèmes contrôlés par quelques personnes qui, de manière autocratique. Et je pense que ça, c'est des modèles archaïques et potentiellement, c'est des supernovas. C'est-à-dire que ça peut exploser socialement
parce que ça devient intolérable à une génération qui ne comprend plus ça, comme tu le disais. Tu as raison. Super les amis. Eh ben, bon week-end à vous tous, prolongé. Parce que c'est ça aussi la France quand même, faut le dire. Et puis on se retrouve lundi. Très bon.